Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. J'ai le plaisir aujourd'hui de discuter avec Fabrice d'un thème qui n'est pas à proprement parler un thème géopolitique, mais qui court sous tous les thèmes géopolitiques que nous avons abordés, les livres. C'est une question qui vient de façon récurrente. Quel livre lire en géopolitique pour s'informer sur l'état du monde ? Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier. Alors comme je viens de le dire, nous allons traiter de notre invité permanent, le livre, puisque tous nos entretiens sont appuyés par des ouvrages, évidemment. Ce n'est pas simplement les images d'actualité ou la presse. Pour avoir une analyse, il faut une perspective historique, stratégique, que les livres nous fournissent. En plus de ça, les étudiants nous demandent régulièrement quels sont les livres à lire pour connaître, pour s'informer et pour maîtriser la géopolitique. Alors aujourd'hui, nous allons aborder et prendre à bras-le-corps ce thème. Oui, effectivement. Donc, bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Vous avez totalement raison, Olivier. D'abord, il y a un aspect qui me paraît nécessaire à resituer, c'est qu'on est trop souvent prisonnier, me semble-t-il, avec les réseaux sociaux, notamment des images, comme on l'avait traité auparavant, des émotions, de l'instant. Or, les ouvrages nous permettent quand même de toujours resituer une information dans son contexte, en la remettant dans des logiques à la fois politiques, militaires, mais historiques, et donc nous permet aussi de prendre du recul et de réfléchir. Et c'est vrai que vous avez raison de souligner que notamment quand on distribue des biographies en cours, souvent les étudiants ou les apprentis nous disent mais quels sont ceux qui sont les plus importants et quels sont ceux par lesquels il faudrait commencer. Donc c'est vrai que c'était assez opportun en ce début de semestre, c'est une des premières séances, que d'essayer d'aider nos étudiants à voir un petit peu quels seraient les ouvrages qui permettraient à la fois de se familiariser avec la géopolitique et d'en mieux comprendre les mécanismes. Alors, c'est un sujet qui est un peu difficile parce qu'évidemment, il y a des milliers de livres, on va dire des centaines de milliers d'ouvrages. Donc, je dis tout de suite qu'on n'a pas la prétention de mettre en place une liste exhaustive qui mettrait en place des ouvrages qui seraient incontournables et qui, de facto, sous-entendraient que les autres ne le seraient pas. Mais on s'est efforcé tous les deux de dégager des ouvrages qui, effectivement, pour différentes raisons, pourraient être les plus importants. Alors là, il y a un certain nombre de lignes de conduite ou d'axes qu'on a cherché à mettre en place. D'abord, il faut que ce soit des ouvrages, effectivement, sur des thématiques essentielles, mais qui puissent être résolument accessibles. Parfois, on a des ouvrages, je pense notamment des ouvrages universitaires, qui sont très très complets, mais qui sont aussi très complexes et pas toujours faciles d'accès. Et puis aussi des auteurs qui soient reconnus par leurs pairs comme étant les plus éminents ou les plus spécialistes. Parce que ce qui se passe en plus depuis le 11 septembre 2001, c'est que la géopolitique retrouve un peu ses lettres de noblesse, qu'il y a énormément d'ouvrages qui sont en train de plus en plus d'être produits dans les maisons d'édition et que donc, de facto, ça devient presque plus difficile que de mettre en place un choix. C'est la raison pour laquelle, si vous en êtes d'accord, moi je vous propose qu'on suive à peu près 3 idées. D'abord, quels seraient les ouvrages qui nous permettraient de nous refamiliariser avec les événements clés du XXe siècle? Ce dont je suis assez surpris, c'est que beaucoup d'étudiants, finalement, à travers leurs questions, leurs réflexions ou les échanges, nous disent on a évoqué des questions, souvent sur un aspect sociétal, politique ou franco-français, mais finalement on sait peu de choses sur les événements internationaux, sur les opérations militaires et sur les actions qui auraient été menées de façon concrète. Donc je pense que là, sur le XXe siècle, il y a beaucoup de choses à remettre en place, en termes de fondamentaux pour dire clairement les choses. Et là, il s'agit d'essayer de pas forcément réciter les événements d'un point de vue historique ou chronologique, mais de les comprendre, les interpréter. Après, il y a un deuxième axe, c'est justement essayer de se mettre en situation de décalage. C'est-à-dire essayer d'appréhender de façon un peu différente, soit qu'on aura effectivement des auteurs qui se proposeront de faire des interprétations, et pas juste se contenter dans la narration, soit parce qu'on a des auteurs qui chercheront à appréhender des événements d'un côté auquel on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire d'un point de vue qui serait le point de vue russe avec Vladimir Poutine, comme on s'y était efforcé lors du premier semestre de l'année dernière, ou d'un point de vue qui n'est pas le point de vue occidental ou le point de vue auquel on est accoutumé. Et puis après, tous les deux, je pense qu'on est en adéquation totalement là-dessus, j'en suis même sûr. La lecture est trop souvent perçue un peu comme un devoir. Et la lecture, il faut le rappeler à nos étudiants, ça peut être aussi, in fine, un plaisir. Donc après tout, pourquoi se priver de ne pas essayer de dire quels sont les ouvrages qui nous auraient le plus marqué ou qui nous auraient le plus séduit depuis 6 mois ou depuis 8 mois? Alors, pour résumer, on aurait 3 axes, ça serait traiter et comprendre, mettre en perspective et enfin ressentir du plaisir, même si le plaisir est parfois premier. Mais avant de comprendre
ce qu'on peut lire, et là on peut s'engager de façon tout à fait, disons, innocente et libre, il faut bien resituer des ouvrages qui sont incontestables, et parfois c'est sur la longue période qu'on voit s'établir ces ouvrages, Exactement. notamment quand ils traitent des événements historiques majeurs du XXe siècle, et nous nous sommes mis d'accord sur 3 événements, ou 3 périodes. Oui, vous avez raison d'ailleurs d'insister sur le fait que, en plus, paradoxalement, on pourrait faire des comparaisons sur les mets ou sur les boissons, mais c'est avec le recul qu'on arrive à apprécier la qualité d'un ouvrage. Alors sur le fond, sur la forme aussi, parce que parmi les auteurs qu'on va être amené à citer, il y a quand même des auteurs qui écrivent en plus. Alors quand c'est anglo-saxon et c'est traduit, c'est un peu plus difficile à percevoir, mais on évoquera des auteurs français, et c'est écrit dans un français qui est absolument extraordinaire. Donc en plus, c'est assez intéressant pour nos étudiants à qui on demande d'écrire ou à qui on demande de faire des livrables. Et pour répondre sur le fond de cette première question, c'est vrai que là, sur le XXe siècle, me semble-t-il, il y a 2 événements qui sont incontournables et qui sont souvent beaucoup plus méconnus que ce qu'on peut penser. C'est d'une part la Deuxième Guerre mondiale, clairement, et puis la guerre froide, dont on aura l'occasion peut-être d'ailleurs sur d'autres séances d'expliquer à quel point elle a profondément marqué le monde. Parce qu'en plus, il ne s'agit pas juste de faire de l'histoire, pour dire comme les choses Olivier, il s'agit de rappeler quand même que c'est des événements qui sont la genèse de beaucoup de situations en 2018. Donc Otto de Habsbourg, qui était l'un des derniers successeurs de l'empereur d'Autriche-Hongrie, dont on dira un mot tout à l'heure, avait l'habitude de dire quelque chose que je trouvais assez symbolique. Si on veut chercher à appréhender ou à découvrir après-demain, il faut déjà commencer par maîtriser avant-hier. Et je trouve qu'en Occident, on a tendance à faire un peu le deuil de la mémoire et à oublier qu'il y a énormément d'événements qui sont déroulés. Enfin, le XXe siècle est certainement l'un des siècles les plus riches, si on donne une dimension un peu feutrée en géopolitique, parce qu'il y a quand même eu 2 guerres mondiales, la décolonisation, la guerre froide, et ça veut dire d'ailleurs énormément de souffrances dont il faut s'en souvenir pour tâcher d'éviter de les connaître à l'avenir. Alors, débutons tout de suite par la Seconde Guerre mondiale, peut-être. Alors là, c'est redoutable, parce que, évidemment, sur la Seconde Guerre mondiale, c'est 2 fois redoutable, si vous me permettez. D'abord parce que beaucoup de nos étudiants disent « Ah non, c'est un sujet dont on nous a tellement abreuvé par le passé à l'éducation nationale, c'est peut-être un peu superfétatoire que de le découvrir à nouveau. » Et puis on imagine aisément que là, il y a des milliers d'ouvrages qui ont été sortis, et d'ailleurs, en plus, très globaux, d'une part, ou sur des points très particuliers, et d'ailleurs des ouvrages qui peuvent parfois faire 500 ou 600 pages sur une bataille en particulier ou sur une logique politique en particulier. Donc c'est excessivement difficile d'en mettre un en évidence parmi tout cela. Néanmoins, après avoir pris toutes ces précautions, je pense que s'il fallait se résoudre à en mettre un en évidence, ça va être intéressant de plusieurs points de vue. Le titre d'ailleurs assez simple, c'est « Histoire de la Seconde Guerre mondiale », mais c'est l'auteur qui est intéressant, c'est Sir Basil Liddell-Hart. Donc c'est un Anglais. Et il est en fait assez méconnu en France. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette histoire de la Seconde Guerre mondiale est stricto sensu purement militaire. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment une école, enfin une approche plutôt anglo-saxonne. À la King's Academy, il y a vraiment des cours de géopolitique ou de stratégie militaire. Il y en a très très peu en France, il faut être honnête, à l'université. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que alors que nous en France, on est plutôt habitués, encore une fois, à une démarche sociétale, politique, c'est plutôt la tradition de l'historiographie française. Là, on est plutôt dans une démarche, c'est ce en quoi déjà elle répond à une deuxième axe un peu décalée, elle est plutôt sur des questions de stratégie militaire. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que Liddell-Hart est donc anglais. Donc déjà, il va nous amener à avoir une perspective d'événements dont on a l'habitude de les voir narrés ou racontés par des Français, alors que là, on va avoir un point de vue britannique. Ce qui veut dire que, par exemple, sur la campagne de France en 1940, sur le bombardement de la flotte française à Mers-el-Kébir, sur le régime de Vichy, on va déjà avoir un point de vue britannique, ce qui est assez intéressant, ce qui nous change de nos habitudes. Mais ce qu'il faut dire surtout, et je crois que ça, c'est l'une des choses qui est le plus paradoxale ou les plus méconnues, c'est que beaucoup considèrent que Liddell-Hart est le plus grand stratège occidental du XXe siècle. Il y a un général allemand d'ailleurs qui avait dit que Liddell-Hart est le Clausewitz du XXe siècle. Donc c'est assez intéressant à mettre en avant. Clausewitz est un auteur qu'on avait évoqué par le passé dans d'autres séances. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur la vie de Liddell-Hart, c'est qu'il a été officier pendant la Première Guerre mondiale, donc il a connu la douleur de la guerre, et qu'au début des années 20, il avait été missionné par l'état-major britannique pour faire des ouvrages de stratégie sur l'infanterie. Et là où sa vie va devenir totalement particulière, c'est que très vite, il s'est dit que
la guerre à venir ne ressemblerait pas à la Première Guerre mondiale, dans des tranchées, avec la faveur à la défensive, etc. Et il a été en fait, ce que peu de gens savent, le précurseur des guerres modernes, et notamment de la nouvelle mobilité à travers les divisions blindées. Donc il a créé en fait tous les éléments tactiques qui vont être récupérés par les Allemands, et donc beaucoup trop de gens pensent, à tort, que c'est les Allemands qui l'ont créé. Mais ce qui est incroyable dans son histoire, c'est que l'état-major britannique a considéré dans les années 20 que jamais ces idées novatrices ne pourraient se mettre en place et que c'était des idées farfelues. Donc en fait, il va même être rayé des cadres, il va être renvoyé de l'armée britannique. Enfin, j'attire l'attention de nos étudiants que c'est complètement incroyable parce que souvent l'histoire est le plus beau des romans. Enfin, ce serait un script qu'on n'oserait pas mettre en place dans un film. Donc il va être renvoyé de l'armée britannique, il va finir dans les années 30 par être conseiller, notamment lors d'un Premier ministre à la fin des années 30, mais en réalité, on ne fera vraiment attention à lui qu'en Allemagne, ce qui est quand même assez incroyable. Et c'est plutôt après 1945 qu'effectivement la Deuxième Guerre mondiale ayant montré toute la justesse de ses théories, on va faire attention à lui, ce qui renforce vos propos en disant les ouvrages ne sont pas forcément perçus dans un temps immédiat. Et donc je pense que pour l'ensemble de ces raisons-là, il faut le lire. Alors c'est un ouvrage qui est très très dense, de 740 pages, on n'est pas obligé de le lire dans sa continuité d'ailleurs, mais je pense que sur la Deuxième Guerre mondiale, il est incontournable. Il y a un autre auteur, parce que je ne peux pas résister à la tentation d'essayer de compléter quand même un ouvrage sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même compliqué, on la verra, qui est Philippe Masson, et qui lui est français, alors ça permet d'ailleurs d'avoir une lecture britannique et une lecture française, mais qui lui a rédigé un ouvrage qui s'appelle La guerre totale, une guerre totale, la Deuxième Guerre mondiale, une guerre totale. Et donc c'est assez intéressant parce que en fait, il se propose, cet auteur français, qui est un auteur très réputé, qui a travaillé au ministère de la Guerre, de la Marine, de travailler plutôt sur les grands stratèges, les nouveaux armements, les peuples. Et donc on est plutôt sur un plan thématique. L'idée Lark, lui, est sur un plan chronologique. En gros, la montée des périls, les risques les plus ultimes, et puis un peu, la victoire. D'ailleurs, il compare même ça avec la marée, la montée de la marée, son point culminant, et puis, les menaces qui se dissipent. Donc on est clairement dans un plan chronologique, alors que Philippe Masson est dans un plan thématique. Donc en plus, pour nos étudiants, c'est intéressant parce un même sujet est abordé sous deux problématiques en fait, qui sont traitées différemment. Et puis c'est un point de vue français, donc je trouve que c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que c'est quand même assez singulier, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, que de traiter la Seconde Guerre mondiale, ne serait-ce qu'à travers un ou deux ouvrages, on risque d'avoir la même difficulté sur la guerre froide. On voit peut-être le côté plus conceptuel que peuvent avoir les Français, donc thématique, très littéraire aussi. Et la dimension stratégique, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais, y compris dans les films. On a l'impression qu'un pays l'emporte parce qu'il y a une supériorité technique, économique qui vient d'Israël, mais on ne voit pas la stratégie militaire telle qu'elle est adoptée, qui est pourtant cruciale. Donc c'est intéressant de... C'est clair. Et l'idée là, d'ailleurs, on va être amené à la revoir sur un deuxième ouvrage d'ici quelques minutes, mais vous avez raison de souligner que les anglo-saxons, encore aujourd'hui, travaillent beaucoup plus, c'est assez intéressant, sur les tactiques militaires et qui mettent en exergue que ce n'est pas forcément le pays le plus armé et qui domine, mais le pays qui a le plus réfléchi en termes de stratégie. Et ça, je pense que c'est une belle transition par rapport à la guerre froide, parce que la guerre froide est quand même un conflit, globalement, qui a duré de 1945 à 1991, si on veut faire simple, soit 45 ans. Et quand on rappelle que finalement, le PIB de l'Union soviétique est à peine celui de la moitié de celui des États-Unis, d'une part, et que les Russes ont à peu près 20 millions de morts, alors que les Américains en ont 450 000, franchement, jamais la guerre froide, eu égard à la disproportion des forces, sur laquelle on n'assiste jamais à l'éducation nationale. Mais à la limite, ce qui est surprenant, c'est pas que les États-Unis aient gagné la guerre froide. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils aient mis 45 ans pour la gagner. Et ce qui peut expliquer beaucoup de choses par rapport à Poutine aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que sur la guerre froide est effectivement aussi un sujet qu'il faudrait appréhender. Mais alors, justement, sur cette guerre froide, quel ouvrage distinguer? Alors là, on se retrouve dans la même difficulté, c'est-à-dire que clairement, alors là, il y a des milliers d'ouvrages. Je pense qu'il faut plutôt en préférer un. Celui qui a été écrit par André Fontaine, c'est un très grand classique, tel qu'on l'enseignait déjà à Sciences Po il y a une trentaine d'années, mais je pense que honnêtement il est irremplaçable. D'abord parce que la guerre froide c'est 45 ans sur plusieurs continents, donc on mesure déjà l'extrême difficulté à
à pouvoir essayer de synthétiser une telle période avec des événements aussi riches. D'ailleurs, si vous me permettez un trait d'esprit, ou tout du moins va-t-on l'essayer, souvent mes étudiants disent « mais il y a 4 tomes », parce que pour dire comme la chose, il y a 4 tomes, mais il n'y a pas une synthèse. Et je regarde les étudiants, je fais « mais c'est la synthèse ». C'est la synthèse, c'est ça qui est terrifiant, parce qu'on pourrait écrire des livres rien que sur le mur de Berlin, sur les 4 conflits israélo-arabes qui sont constitutifs, on va y venir, de la guerre froide, sur l'invasion des îles Quetzal à Matsavu par la Chine en 1968, si tant est qu'on s'en souvienne, sur la prise du Tibet en 1959, enfin je veux dire, sur la guerre du Vietnam pendant 20 ans. Donc là, c'est très difficile. Alors ce qui est intéressant sur André Fontaine, c'est que c'est un journaliste du Monde. Alors en plus c'est écrit de façon très littéraire et pour une fois c'est très descriptif, un peu moins conceptuel. Moi je pense que ça se lit un peu comme un roman, c'est vraiment très très bien écrit et surtout on n'est pas obligé de lire tous les ouvrages dans la continuité, on peut très bien, par envie, favoriser une période ou une zone géographique et puis revenir sur l'ouvrage plus tard. Alors en plus il y a une singularité sur André Fontaine, c'est que lui fait commencer la guerre froide en 1917. Parce que lui considère que l'Union soviétique est apparue en 1917 et que les États-Unis s'intéressent vraiment aux relations internationales en rupture avec la doctrine Monroe en 1917. Donc il fait commencer le premier ouvrage, le premier tome en 1917. Moi, j'avoue que je suis un peu, je ne suis pas le seul, un peu en recul par rapport à ça. Je crois qu'il faut plutôt être dans un contexte plus classique. Le deuxième tome, c'est 1950-1953. Je crois qu'il faut vraiment commencer par là. Donc la guerre de Corée jusqu'à la crise des missiles de Cuba. Et puis après, donc là, c'est carrément l'histoire de la guerre froide. Après, c'est un peu plus difficile parce que comme c'est un journaliste, il se propose de mettre des titres un peu plus imagés. Mais on a Histoire de la détente, un seul lit pour 2 rêves. Et là, on le mentionnera dans notre biographie. L'idée, c'est que finalement, on a un couple, les États-Unis et l'Union soviétique. Et ils partagent une chambre commune et un lit commun, mais ils sont d'accord sur rien. Seulement, le problème, c'est que s'ils sont en rupture, on a une guerre nucléaire. Donc, en gros, on est obligé d'apprendre à... C'est assez intéressant comme démarche, à se supporter. Donc, et on voit bien que la guerre froide évolue, on aura peut-être l'occasion dans une séance postérieure de revenir sur ce sujet. Et puis il y a un dernier titre qui est incroyable d'ailleurs, c'est L'un sans l'autre, parce qu'on oublie trop souvent que les États-Unis ont gagné la guerre froide. Et ça, ça me paraît fondamental pour comprendre la place des États-Unis dans la géopolitique aujourd'hui. Donc finalement, on aurait ces ouvrages d'André Fontaine, notamment le deuxième tome de Histoire de la guerre froide, l'histoire de la détente ou un seul lit pour 2 rêves, et L'un sans l'autre, qui me paraissent assez essentiels pour remettre encore une fois la totalité des fondamentaux et se rappeler de la totalité des éléments qui étaient constitutifs de la guerre froide et qui est très très riche par définition. Donc là, la prouesse, c'est d'avoir fait rentrer dans 4 tomes l'histoire de la guerre froide qui est extrêmement complexe, riche de ramifications et d'être arrivé à tout condenser. Condenser, c'est une façon de parler, mais en tout cas de les réunir. Si on devait insister sur un dernier événement du XXe siècle, ce serait la Première Guerre mondiale. Oui. Alors, je dis juste un dernier propos peut-être en plus sur André Fontaine. Ce qui me semble irremplaçable, c'est qu'il a toujours cherché à écrire de façon contemporaine aux événements. Donc en plus, on sent bien qu'il a un état d'esprit qui met en exergue l'état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire qu'à la détente, on pensait vraiment que ça pouvait nous amener à une détente, alors qu'en réalité, ça va nous amener à un renforcement de la guerre froide. Donc c'est très intéressant à le lire de ce point de vue-là. Et vous avez raison de souligner qu'il faudrait aussi mettre en avant la Première Guerre mondiale. Alors là, je crois qu'il y a beaucoup d'événements militaires et d'événements tout court qu'il faut remettre en place. Il faut lire John Keegan, qui est un des plus grands auteurs anglo-saxons, reconnu d'ailleurs sur sa capacité et sa compétence à analyser les questions militaires, qui est enseignant à Princeton et qui a fait un ouvrage qui s'appelle simplement l'histoire de la Première Guerre mondiale. Et là, on voit bien que sur ce qu'on vient de faire, là, il s'agit vraiment de nous refamiliariser avec des événements dont on a tendance aujourd'hui à oublier à quel point ils ont des répercussions fondamentales sur le monde. Ce sont des livres qui sont presque des romans, vous l'avez dit, qui sont des fresques qui décrivent ces événements. Donc c'est très important parce que ça permet de nous remémorer quelque chose qui s'est passé, de rentrer vraiment dans le cœur de l'événement, de façon plus longue et plus détaillée qu'un film ou une série. Il y a aussi des ouvrages, et là on est encore dans la géopolitique, qui s'attachent à prendre de la distance par rapport aux événements et d'adopter une démarche réflexive pour en retirer quelque chose. C'est ça. Et ceux-là sont particulièrement intéressants, ça nous amène plus loin, parce que par définition, ils mettent en évidence des méthodes ou des techniques qu'on pourrait réutiliser aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement ils s'inspirent du passé pour essayer d'anticiper l'avenir, mais ils cherchent à voir s'il n'y aurait pas toujours des mêmes logiques qui, dans un certain nombre de contextes clairement identifiés, auraient tendance à se reproduire. Et là, ça devient évidemment très, très, très riche. Alors, il y a un ouvrage, par définition, là aussi, toujours même remarque, on pourrait citer des dizaines et des dizaines d'ouvrages, pour ne pas dire des centaines, mais là, on en a mis en évidence 2. Bon, d'abord, il y a celui qui me semble vraiment incontournable, c'est Naissance et déclin des grandes puissances, de Paul Kennedy.
sur lequel on ne va pas s'arrêter trop longtemps parce qu'on en a dit beaucoup de choses sur notre première séance en septembre 2016. Mais en septembre 2016, on l'avait évoqué un petit peu comme dans le courant de votre introduction, c'est des ouvrages qu'on évoquait pour mettre en évidence un point particulier sur une thématique qu'on soulève. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que cet ouvrage-là, il a pour objet, sur 500 ans, 750 pages sur 500 ans, de voir si c'est toujours les mêmes facteurs, nonobstant la période historique ou nonobstant la civilisation, qui amènent une puissance à émerger, à dominer, puis à être en déclin. Et ce qui est assez, pour laisser un peu de suspense, ce qui est assez incroyable, il faut le dire à nos étudiants, c'est que la réponse de Paul Kennedy est oui. C'est-à-dire que nonobstant la période et nonobstant le contexte de modernité ou le contexte idéologique ou civilisationnel, c'est toujours les mêmes facteurs qui reproduisent le fait qu'une puissance émerge, qu'elle arrive au sommet ou qu'elle est en déclin. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il pousse son raisonnement en disant une puissance est toujours d'abord économique. La puissance économique l'amène à avoir un aura politique, mais le surinvestissement militaire est synonyme de déclin. Là, je suis obligé d'être excessivement synthétique, mais c'est un ouvrage qui est incontournable, dont il faut rappeler d'ailleurs qu'il est lu à Tokyo, à Pékin, à Moscou, et qu'aujourd'hui encore, malgré le fait qu'il ait été édité une première fois en 87, la plupart des grands dirigeants le lisent. Donc là, il faut avoir conscience qu'on a affaire à une référence fondamentale en termes de compréhension du passé pour se projeter à l'avenir, et presque essayer de faire des modèles, si vous me permettez. Dans tel contexte, on risque d'aboutir à telle situation. Le deuxième ouvrage est un peu plus atypique et un peu moins attendu. Et il nous renvoie à l'idée art. Parce que en fait, le titre français, « Les généraux allemands parlent », écrit en 1948, je trouvais pas très très séduisant. Le titre britannique est beaucoup plus évocateur, « The other side of the hill », être sur l'autre versant de la colline. Et l'idée qui me paraît fondamentale, c'est je vais chercher à appréhender une situation à travers les yeux des autres belligérants, voire des ennemis. C'est génial. Et là, en fait, l'idée art est tellement connue par les officiers allemands que les généraux allemands, dont les plus importants, on va quand même en citer trois pour familiariser nos étudiants avec, Rommel, le plus connu, pas forcément celui qui a eu le plus d'influence, mais Heinz Guderian et von Manstein, qui sont ceux qui vont reprendre les théories de l'idée art. Il faut quand même rappeler que les armées allemandes vont avoir pratiquement une suite ininterrompue de victoires pendant 2 ans. On a toujours tendance à l'oublier. Si vous me permettez une remarque, s'il faut débarquer en Normandie en 1944, c'est que les Allemands y sont. Donc ça veut dire qu'à un moment, ils ont dû gagner. Et ça, dans les films, on ne le voit jamais, par exemple, pour dire comment les choses. Et l'idée art, son idée, c'est que, comme il est connu par les officiers allemands, notamment un d'entre eux qu'il avait surnommé le Clausewitz du XXe siècle, il va aller dans toutes les prisons dans lesquelles sont les officiers allemands et leur dire « Mais alors, pourquoi à tel moment vous avez pris telle décision? Quelles étaient les luttes d'influence? Pourquoi vous êtes arrivé à telle stratégie ?» Et donc en fait, on revisite la Deuxième Guerre mondiale à travers les yeux de l'état-major allemand, ce qui est complètement incroyable. Et d'ailleurs, si vous me permettez une remarque complémentaire, cet ouvrage a été écrit en 1948. Il n'a jamais été réédité en France avant 2014. Donc pendant 80 ans, la seule façon d'avoir accès à l'idée art, c'était soit de le lire clairement en anglais, soit par rapport à un certain nombre d'extraits que certains auteurs utilisaient et nous mettaient en exergue. Je me rappelle, quand j'étais étudiant, on disait « bah oui, mais alors, il y avait l'idée art », mais il y avait une frustration, on n'avait jamais accès à cet ouvrage-là, et il a été réédité que par la collection Tempus. C'est assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'ouvrages comme ça qui sont réédités maintenant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je préviens, on dit « mais c'est un peu dommage parce que c'est un ouvrage de technicien et il ne met pas assez en avant les problèmes idéologiques et notamment les massacres liés au nazisme. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il les remet en cause. Ça veut dire que ce n'est pas l'objet du livre. L'objet du livre, c'était de comprendre justement pourquoi l'armée allemande a-t-elle été aussi efficace et pourquoi on a eu du mal à la combattre pendant si longtemps. Donc c'est un ouvrage de technicien, mais ce qui est remarquable, c'est qu'il nous met dans la tête de l'autre. Et ça, en géopolitique, c'est tellement important. Souvent, nous tous, pas seulement nos étudiants, nos concitoyens, on a tous tendance à avoir le réflexe de spontanément réagir face à une information à travers notre propre grille de lecture, notamment occidentale. Et ça, je pense que c'est un ouvrage qui nous aide bien à justement prendre du recul et à être totalement décalé. Mais c'est étonnant parce que c'est absolument génial que de se mettre dans la tête du vaincu, puisque l'histoire raconte toujours l'histoire du vainqueur. En plus. Donc recueillir cette parole qui sinon disparaît et qui passe par perte et pas profit justement, est génial. Donc lui reprocher de ne pas avoir le contexte aussi et de notre victoire n'a pas de sens en fait. Et en plus, si vous me permettez, puisque vous nous donnez l'occasion d'insister un peu plus, on a quand même, et on se rend compte à la lecture que c'est beaucoup plus compliqué, toute l'histoire des liens très ambigus entre l'état-major allemand et le nazisme, parce qu'il y a quand même parce que pour dire comment les choses, ça revient à une séance qu'on avait fait sur l'Allemagne. L'état-major qui est prussien
n'est pas totalement, spontanément, contrairement à ce qu'on pourrait croire, inféodé à Hitler. On a affaire à des gens qui sont plutôt pour l'Empire, c'est des aristocrates. Donc en plus au niveau sociologique, c'est là où on se rend compte d'ailleurs du nombre d'erreurs qu'on a pu faire dans les années 30. Parce que si on avait eu plus pris conscience de ça, je pense dans les pays occidentaux comme la France ou l'Angleterre, on aurait pu peut-être, alors c'est difficile avec l'histoire, jouer sur ces divisions internes à la société allemande. Et donc on se rend compte en lisant cet ouvrage qu'il y a beaucoup de frictions entre les officiers et Hitler et qu'elles vont aller en s'amplifiant avec les défaites. Et que là, que d'ailleurs beaucoup d'officiers allemands, enfin, il y a eu l'attentat du 20 juillet 1944 qui est assez célèbre contre Hitler, de von Stauffenberg, c'est là où on se rend compte qu'en plus ça met en évidence le fait qu'il ne faut jamais percevoir un pays de façon uniforme, mais qu'il y a toute une multiplicité de convictions ou d'appréhensions au sein d'une même nation ou d'une même organisation. Et ça le met très très bien en évidence aussi, par exemple. Je ne connaissais pas cet ouvrage, mais vous m'avez communiqué l'envie de le lire, ce qui nous permet de venir à la question du plaisir, justement. Donc le plaisir, et notamment peut-être un plaisir qui est celui du présent aussi, de comprendre ce qui se passe autour de nous. Vous lisez, Fabrice, c'est le cœur même de votre métier et de votre activité, et donc récemment vous avez eu des coups de cœur, il y a des choses qui vous ont frappé, des bouquins qui vous ont intéressé. J'en ai choisi deux, qui sont d'ailleurs très différents sur leur thématique. Il y en a un, c'est L'agonie d'un empire, Autriche-Hongrie, l'agonie d'un empire, de Jean-Paul Bled, dont il faut rappeler quand même qu'il est professeur émérite à Paris, Sorbonne. On peut vraiment considérer qu'en France, on a de la chance de l'avoir. Franchement, pour le lire toujours davantage sur les questions allemandes, sur l'Europe centrale, sur Bismarck, sur les Hohenzollern, sur Habsbourg, c'est quelqu'un dont franchement, grâce à lui, on continue à découvrir quand même des informations sur ces empires sur lesquels on pensait avoir à peu près tout rencontré. Donc c'est quand même d'un niveau vraiment très très intéressant. Et alors en plus, ce qui est incroyable, c'est que vous parlez de roman, c'est donc la chute de l'Empire austro-hongrois. Et alors il arrive à conjuguer des informations militaires sur ce qui se passe sur les fronts politiques, mais aussi sociologiques et humaines, puisqu'il y a la mort de François-Joseph en 1916. Et que là, on se retrouve avec l'empereur Charles qui n'aurait jamais dû être amené à régner parce que le fils de François-Joseph s'est suicidé à Mayerling, apparemment. Et puis l'archiduc François Ferdinand a été assassiné à Sarajevo le 28 juin 1914. Donc il se trouve qu'il y a une crise dynastique. Et voilà un homme qui n'était pas amené à régner et qui va être en plus amené à régner dans le pire contexte qui soit. C'est-à-dire en pleine guerre mondiale, au bout de 2 ans. Là, on se rend compte qu'on a affaire à une boucherie. Et que d'ailleurs peu de gens arrivent à concevoir comment elle va s'achever. Il est très jeune, et en plus il est sur un empire, c'est ça qu'il faut comprendre, multiconfessionnel et multinational, qu'on a vu le temps d'évoquer, où il y a des Autrichiens, il y a des Hongrois, il y a des Tchèques, et il est confronté à des difficultés dont l'aura de François-Joseph avait réussi finalement à l'apaiser. Et on se rend bien compte quand même en cas de victoire, l'Autriche-Hongrie à diriger, ça va être terrible. Et donc en plus, on est de plus en plus lié à l'histoire ou à un destin d'un homme dont on se rend bien compte qu'il fait tout ce qu'il peut pour arrêter la guerre et qu'il a l'air d'être pris dans un engrenage, mais terrible. Il est broyé par les intérêts allemands, par les intérêts de la caste de l'état-major, par les dissensions internes, où en réalité, pratiquement toutes les nations du pays courent à leur perte parce que comme elles veulent absolument pas céder sur rien, sur aucun point, finalement on se retrouve complètement sans solution jusqu'à la crise de la défaite de 18. Et puis ce qu'on oublie trop souvent, c'est que les Alliés ont volontairement maintenu la famine dans ces pays qui étaient vaincus parce qu'ils voulaient les amener à signer des traités de paix qui étaient très exigeants. Donc en plus, ça devient vraiment une sorte de roman épique. Et là, on passe du front à Vienne, au querelles dynastiques. Et là, on est dans une tourmente. Et c'est un sujet qui est très très peu méconnu. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que contrairement à ce que très longtemps l'historiographie française nous a fait croire, c'était pas forcément un empire qui était condamné. Et c'était peut-être un empire qui avait une chance et qui d'ailleurs reprend tout son intérêt quand on pense à la construction européenne et à l'idée peut-être de mettre en place une Europe confédérale ou fédérale avec des cultures différentes. Donc c'est extraordinaire. Et puis Jean-Paul Bled, il faut le dire clairement, il écrit, sauf erreur de ma part, c'est un normalien, donc en termes de lecture, il a l'art d'expliquer avec sensibilité et de façon synthétique des choses qui font naître de l'émotion, je le crois vraiment. Quant au deuxième ouvrage, alors là c'est différent, c'est un ouvrage écrit par un auteur français, Pierre Razou, c'est la guerre en Iran, 80-88, donc c'est quand même l'un des conflits les plus longs du XXe siècle, qui a fait plus d'1 million de morts, qui explique beaucoup de choses sur le sunnisme, sur le chiite. Alors évidemment, c'est un ouvrage qui est un peu différent parce que l'auteur étant plutôt de tradition militaire, il s'attarde énormément sur les opérations militaires. Là, je préviens les étudiants. Mais si vous me permettez, je vais vous donner un indice sur mon choix, c'est que quand j'étais jeune étudiant à l'époque,
j'avais été frappé par le conflit Iran-Irak qui revenait de façon récurrente sur les informations et un peu passionné par la culture iranienne, par la langue farsi, pour dire comme les choses, par la chute du Shah, par la venue de Khomeini en janvier 1979. C'est des questions que j'avais beaucoup suivies à l'époque. Et c'est vrai que c'est un ouvrage qui vraiment m'a un peu rappelé tout ça. Il est très très bien écrit aussi parce qu'en plus, il y a quand même des chapitres entiers sur Saddam Hussein, sur sa montée au pouvoir, ce qui peut expliquer des choses sur l'Irak ou sur la Syrie aujourd'hui, sur Khomeini, et surtout, il y a des chapitres entiers sur les conflits internes entre les mollahs. C'est-à-dire que ça remet bien en évidence qu'il ne suffit pas d'être d'accord sur des aspects religieux ou politiques ou d'idéologie. Il y a toujours des querelles qui sont liées à la prise du pouvoir. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on évoque beaucoup de personnages qui sont des leaders principaux en Iran aujourd'hui. Et donc là, on voit bien le fait que parfois on prolonge la guerre parce que certains ont intérêt à ce que la guerre se prolonge, malgré le fait qu'ostensiblement il apparaît. C'est assez intéressant d'ailleurs le parallèle qu'on peut faire entre Iran et Irak. On est carrément sur des fronts qui sont immobiles, un peu comme la Première Guerre mondiale, mais pour des raisons différentes. Les protagonistes ont besoin de la maintenir, même s'ils savent qu'ils ne peuvent pas la gagner. Et alors en plus, il y a des chapitres qui sont très savoureux, parce que là, il y a des jeux des puissances externes qui s'allient avec l'un, puis qui s'allient avec l'autre. On pense aux Russes, on pense aux Américains, on pense à Israël, où finalement, l'idée, c'est qu'il n'y a aucun des deux pays qui gagne, parce que ce qui intéresse tout le monde, c'est qu'ils s'épuisent mutuellement. Donc là, en plus, ça nous met dans la dureté des relations internationales. Puis il y a des chapitres sur la diplomatie française, sur les services secrets français, qui ne sont pas inintéressants non plus pour voir le rôle pas toujours totalement transparent qu'on a pu jouer dans cette histoire, notamment sur la construction d'une centrale nucléaire. Donc c'est deux ouvrages qui sont très différents, me semble-t-il, mais qui ont l'avantage de nous remettre dans des sujets qui ne sont pas forcément si connus que ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne sera pas inintéressant que sur l'une de nos prochaines séances, de revenir sur le proche Moyen-Orient et notamment sur l'Arabie Saoudite et sur l'Iran. Pour ce qui est de nos lectures, je vous propose de nous arrêter là, puisque j'estime qu'on a couvert à peu près 3500 à 5000 pages de littérature, donc autant laisser le temps aux étudiants de les lire. Peut-être même plus. Peut-être plus. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes et merci à tous.